Focus sur l'argent aujourd'hui, c'est le sujet de notre discussion du jour. Jeanne Spicarolène est allée à votre rencontre dans les quartiers d'affaires de Paris, sur le parvis de la Défense, pour vous demander si vous estimez que vous êtes payé à votre juste valeur. Voici les réponses. Non. Là, on a beaucoup de problèmes de santé au niveau du dos, musculaire et tout. Et au final, c'est vrai qu'on n'est pas payé énorme, quoi, comme si on n'était pas reconnu. Pas du tout, parce que je fais le travail de 2 personnes. J'ai des objectifs à faire chaque mois. Les objectifs que je fais sont atteints. J'estime que je pourrais être mieux payé. En tant que serveur, franchement, j'étais bien payé. J'étais payé mieux que beaucoup de gens. Oui, j'estime être payé à ma juste valeur. Parce que j'estime que les compétences que j'ai, au regard du salaire que j'ai, sont à la valeur que j'estime être la bonne. Je suis en formation, on m'apporte beaucoup plus que j'apporte. Et au-delà d'être payé, ils payent aussi mon école, etc. Donc j'estime être payé à ma juste valeur. Bon bah voilà, on a de tout. On a ceux qui râlent, on a ceux qui sont plutôt contents. Bah ça fait plaisir aussi de voir qu'il y en a qui sont satisfaits. La juste rémunération, c'est le sujet de notre focus avec nos deux invités que j'accueille. Bonjour Sophie Lazaro, pardon. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice conseil du capital humain chez Deloitte. Vous avez publié il y a quelques jours votre étude sur les rémunérations annuelles. Oui. On va y revenir. Et avec vous, Sandrine Dorbe, bienvenue. Merci. Fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération. Est-ce qu'on peut dire déjà que les Français sont particulièrement mécontents de leur rémunération ? On a cette réputation de râler un petit peu sur tous les sujets. Vous en pensez quoi ? Oui. Alors, je dirais pas que les Français sont insatisfaits de leur rémunération parce que traditionnellement, on aime bien râler. Mais en vrai, la rémunération, en France en tout cas, c'est 2 tabous. C'est le tabou de l'argent et le tabou des émotions. Qui existe toujours, parce qu'on a la culture anglo-saxonne, américaine, où on n'a aucun problème à parler de combien on gagne. Et on a beaucoup dit ces dernières années, enfin, depuis très longtemps, que c'est tabou en France. Est-ce que ça change ou pas ? Alors, non. Clairement non, parce qu'on en revient sur le fait que parler d'argent, c'est difficile. Parler de ses émotions, de sa vulnérabilité, de ses besoins, déjà, il faut les identifier. Ouais. On ne nous a pas appris ça à l'école. Ensuite, il faut en parler. C'est hyper compliqué. Donc, parler de rémunération, ça reste encore aujourd'hui compliqué, quand bien même, on est aussi très influencé par les pratiques internationales. Ce qui est compliqué avec la rémunération, en plus, c'est qu'on est dans une grosse... on individualise beaucoup les rémunérations. Et plus on individualise, moins on est transparent, plus le sujet est compliqué à aborder. Quand on est dans la fonction publique, par exemple, quand on a une rémunération qui est définie par une grille qui évolue en fonction du temps qui passe, c'est beaucoup plus facile d'être transparent et d'en parler plus sereinement. Bien sûr, on sait que tout le monde en fait est payé de la même manière. Il n'y a pas de secret. En fonction de l'ancienneté, ce qui n'est pas le cas, c'est exact, dans le privé. Vous avez vu dans le micro-trottoir à réaliser à la Défense, ça vous a peut-être frappé comme moi, il n'y a que des hommes qui ont témoigné. On n'a pas entendu une seule femme. Pourtant, Jeanne Spicarolène, qui est allée sur le parvis de la Défense avec sa caméra, son micro, elle a posé la question à tout le monde. Aucune femme n'a souhaité répondre. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Alors, moi, ça me fait penser à Christine Lagarde. En 2020, elle avait fait une vidéo qui a été beaucoup partagée sur Brut, où elle expliquait qu'en 40 ans de carrière, dans le privé, dans le public, dans l'industrie, dans le conseil, dans la finance, elle n'avait jamais eu une collaboratrice qui était venue lui parler de sa rémunération. Alors que des collaborateurs qui venaient réclamer un peu plus, elle en a vu passer. Ça aussi, c'est culturel. On a un sujet, alors maintenant on en est de plus en plus conscient. On n'éduque pas les petites filles comme on éduque les petits garçons. On a un sujet d'éducation, de sociabilisation. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'à 30, 40 ans plus tard, les femmes aient du mal à aborder ce sujet en public. Sophie Lazaro, directrice conseil du capital humain chez Deloitte. Vous avez, je le disais, publié il y a quelques jours votre étude sur les rémunérations annuelles. Il y a un focus justement là-dedans sur hommes-femmes. Oui. Alors, oui. Et il y a des choses intéressantes aussi qu'on voit. Oui, il y a des choses intéressantes. Alors peut-être rebondir effectivement sur le sujet de la communication de la rémunération, tant du côté des salariés que des entreprises. Donc du côté des salariés, effectivement, un sujet toujours tabou, même si les nouvelles générations viennent bousculer quand même un petit peu ces tabous par rapport aux plus anciennes générations. Et puis vis-à-vis des entreprises, gardons aussi en ligne de mire la directive européenne qui prévoit aussi plus de transparence sur les rémunérations. Et là, il va falloir qu'on accompagne les entreprises pour travailler sur la communication et de la transparence de leur rémunération. Donc peut-être pour réagir par rapport à ce sujet de communication. Ouais. Alors effectivement, si vous voulez qu'on aborde tout de suite le sujet des femmes, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc au sein de notre équipe, effectivement, et dans le cadre de notre étude, tous les ans, on surveille l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en passant par la représentativité des femmes dans chacun des niveaux hiérarchiques. Parce que le vrai sujet, c'est d'abord la représentativité des femmes à tous les niveaux de responsabilité, et puis ensuite d'avoir une rémunération juste, équitable par rapport à nos collègues. Et qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, après 3 années blanches, en fait 3 années blanches pendant lesquelles finalement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes était
stagnante, c'est-à-dire on était à moins 3,7% d'écart moyen entre les hommes et les femmes à niveau de responsabilité équivalent et à niveau de travail équivalent. Ce chiffre, il s'est amélioré. Après 3 ans de stabilité, on a moins 2,6%. Alors, ce qui est déjà un énorme progrès au niveau statistique, qui envoie de bons messages. Ça veut dire que les entreprises, elles se sont beaucoup mobilisées dans un contexte de renforcement d'obligations réglementaires. Hein. L'index, la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Donc ça, c'est un chiffre clé. L'écart de salaire s'est réduit. Et puis, ce que je trouve intéressant dans notre étude, c'est qu'on a pu voir aussi que la représentativité des femmes dans la catégorie cadre supérieur a progressé. Vous savez, on a beaucoup de sujets avec la loi Rixin sur la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes, de dire il n'y a pas de vivier féminin. Oui. Si, il y a un vivier féminin et il s'agrandit, ce vivier féminin. On est passé de 25% de femmes cadres supérieurs à 27%. Un effort de 2 points qui est énorme par rapport au chemin à parcourir. Donc ça progresse. On voit malgré tout toujours qu'il y a de la déception. On trouve régulièrement qu'on n'est pas assez bien payé par rapport à ce qu'on fait. Et en même temps, ce que vous montrez toujours dans cette étude chez Deloitte, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les entreprises dans cette période de hausse du coût de la vie, l'inflation. Les entreprises ont suivi, elles ont été quand même au rendez-vous. Oui. Malgré ça, on continue de croire qu'on n'est pas assez payé. Quoi. Oui, c'est vrai que le contexte, il est inédit. Hein, donc on peut comprendre la réaction des salariés parce que finalement, si on se raconte encore le contexte, on a quand même une inflation de plus 5,6% sur un an, avec une inflation très très forte, je dirais, sur les biens élémentaires, c'est-à-dire l'alimentaire et l'énergie. Donc c'est vrai que ça impacte clairement les collaborateurs et notamment les plus bas salaires. Deuxième chose, on a quand même l'État qui est beaucoup intervenu avec la hausse du SMIC. Donc on a quand même un SMIC qui a augmenté de 12,4% sur 2 ans. Qui est automatique. Qui est automatique, donc qui s'est imposé aux entreprises. Ouais. Et puis, troisième élément qui a poussé les entreprises à faire beaucoup d'efforts sur les rémunérations, je reviendrai sur des chiffres, c'est les tensions sur le marché du travail, ou si on parle de manière plus positive, la reprise de la mobilité professionnelle. Plus de 500 000 démissions par trimestre. Ouais. Et beaucoup de métiers en tension, donc beaucoup de problématiques sur le recrutement, l'attractivité, mais aussi la rétention des talents. Il y a ce phénomène aussi, Sandrine Borb, de la démission. Quand on n'est plus satisfait de cadre de travail, mais aussi de la rémunération, on s'en va. Ça se fait plus facilement peut-être aujourd'hui. Alors ça se fait plus facilement, ça dépend d'où on parle. Il y a certains métiers pour lesquels c'est plus facile. Certains bassins d'emploi, certains métiers, c'est facile de partir à la concurrence. Et encore, ces 6 derniers mois, on déchante un peu. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y a certes beaucoup d'entreprises, et c'est ce qu'on voit dans l'étude de Deloitte, qui ont fait des efforts, qui ont essayé de rattraper un peu l'inflation. Ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et je vais réagir à ce que Sophie a dit par une anecdote. Chez un de mes clients, je parle à une collaboratrice qui est insatisfaite. C'était il y a 1 an, l'inflation est à 6%, quelque chose comme ça. Et elle est insatisfaite parce qu'elle vient de recevoir une augmentation de 6,5%, ce qui était énorme dans sa boîte. Elle me dit, non, ça ne me convient pas, je ne gagne rien. L'inflation est de 6%, le moment de 6%, je ne gagne rien. On en revient sur le sujet que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent, et que c'est un sujet qui est très émotionnel. Factuellement, il y a eu des efforts de fait. Concrètement, ça suffit pas toujours. C'est une question de valeur aussi. C'est est-ce que je suis payé à ma juste valeur? Est-ce qu'on me considère suffisamment? Alors, et qu'est-ce que la valeur? Il nous reste 1 minute 30, ça va être compliqué. Et alors, en 10 secondes, moi, je me suis posé la question de la valeur avec The School of Life. On voulait faire un atelier sur être rémunéré à sa juste valeur. Et finalement, on a pris le parti de traiter le sujet par 2 angles. Quelle est ma valeur? Ou plutôt, quelle est la valeur de certaines de mes compétences sur un certain marché à un moment donné? Donc là, il faut faire un benchmark. L'autre volet, c'est finalement, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi les besoins importants qui m'habitent et comment est-ce que le travail que j'effectue aujourd'hui, il nourrit ces valeurs-là? Il faut voir aussi les critères peut-être qu'on prend en compte. On entendait parler dans ce micro-trottoir justement de la pénibilité du travail, des amplitudes horaires, des responsabilités. On me demande de faire en fait 2 postes en étant payé pour 1. Ça, c'est des choses qui rentrent en compte dans le jugement de je suis suffisamment payé ou pas. Oui, puis on se compare. Entre collègues, on le sait tous, on se compare. Quand on a l'impression qu'on est particulièrement en difficulté et que de notre point de vue, on pense que les autres ne le sont pas, pour peu qu'on connaisse leur rémunération, on se compare et on se dit pourquoi est-ce que moi je devrais galérer autant pour ce niveau-là? Et par contre, dans le micro-trottoir, on entendait aussi quelqu'un qui disait mais moi aujourd'hui je suis en formation, je reçois beaucoup plus que ce que je donne. Et donc lui, typiquement, lui parle de ses valeurs. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça le nourrit. Ça nourrit ses valeurs et pour le moment, c'est OK pour lui. Bon, pour terminer, comment on fait pour être davantage satisfait de sa rémunération? Est-ce qu'on a des réponses à ça?
Sandrine Torb, Sophie Lazaro. Peut-être effectivement regarder la rétribution globale, hein, c'est un petit peu ce qu'évoquait Sandrine par rapport au jeune homme qui parle de la partie formation, c'est-à-dire qu'effectivement c'est de regarder toute la partie monétaire, numéraire, donc la rémunération fixe, le variable, toutes les primes, etc. Mais aussi les conditions de travail, ça c'est important, le rythme de travail, mais aussi le management, donc effectivement toute la partie culture d'entreprise. Donc, dans notre dernière étude sur les jeunes générations, on a bien vu qu'il y avait ces 3 piliers qui sont effectivement tout d'abord le sens, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est engagée dans une démarche RSE, la rémunération et puis le parcours qu'on va me proposer, ce qui comprend notamment l'investissement formation qu'on fait sur moi. Il faut peser le pour et le contre dans toutes ces catégories. Le mot de la fin ? Moi, je dirais qu'il faut apprendre à parler d'argent. Ce que je constate, c'est que souvent les personnes qui sont... en 10 minutes, il me faudra un peu plus de temps. Mais concrètement, des personnes qui sont frustrées de leur rémunération, moi je constate souvent, c'est des gens qui n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas non plus appris à en parler. Dans rémunération, mais tout et n'importe quoi. Et comme le disait Sophie, il faut regarder le sujet d'un point de vue global. Et je me souviens d'une contrôleuse de gestion qui était frustrée de son boulot. Elle voulait chercher sur le marché, elle voulait changer de boulot. Elle postule, elle se remet sur le marché de l'emploi. Sauf que quand elle mettait bout à bout les primes, les avantages, les congés, elle se rendait compte qu'en fait, elle n'était pas si mal payée que ça. Et cet exercice-là de se mettre sur le marché, ça lui a fait du bien. Et voilà, on vous invite aussi à faire cet exercice chez vous. C'est pas dangereux, vous pouvez y aller. Merci beaucoup Sandrine Dorb, fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération. Sophie Lazaro, directrice conseil du capital humain chez Deloitte. C'est l'heure de la carte blanche de la comédienne Lucie Carbone qui, pour la rentrée, vous allez voir, remet les points sur les i.